Bonjour, bienvenue dans la série sur le paradoxe de l'information. Donc continuons sur la physique quantique. La théorie quantique des champs s'applique habituellement en espace-temps plat, c'est-à-dire l'espace-temps de Minkowski, et donc sans les effets de la gravitation, donc dans le cadre de la relativité restreinte. Dans ce cadre, bien que techniquement très pointu, des outils très puissants ont pu être développés, y compris la théorie des perturbations. C'est une technique qui consiste à considérer un effet principal auquel on ajoute des corrections de plus en plus petites, et en calculant un certain nombre de valeurs, on obtient une valeur très précise des phénomènes de la physique des particules. Ce sont ces étapes successives qui donnent les fameux diagrammes de Feynman, où on trace par exemple un électron qui rencontre un autre électron, et où on a des diagrammes avec des photons et divers processus qui vont donner un processus possible. Et c'est la somme de tous les diagrammes possibles qui intervient dans ce calcul assez complexe. L'idée d'appliquer la théorie quantique des champs dans un espace-temps courbe est assez ancienne. Dès l'apparition de la relativité générale, les physiciens se sont posé la question. Et la théorie s'est développée progressivement. Elle ne s'est pas développée autant que l'approche traditionnelle en relativité restreinte, pour deux raisons. D'abord parce qu'il s'agit d'une situation un peu extrême. La gravité n'a réellement d'impact que si elle est très très forte, beaucoup plus forte que sur Terre. Et la théorie quantique des champs s'applique à des phénomènes microscopiques comme les particules. Les situations où la gravité est à la fois extrême et où on considère des processus microscopiques, c'est plutôt rare. C'est le cas des trous noirs. De plus, la théorie était très très difficile. Du fait de l'espace-temps court, la plupart des outils puissants qui avaient été développés étaient inutilisables. Ces outils utilisaient de manière cruciale les propriétés de l'espace-temps de Minkowski, de la relativité restreinte. Donc, les outils développés dans ce cadre étaient beaucoup plus complexes et beaucoup moins puissants. C'est alors que Stephen Hawking fit une découverte remarquable. Il se pencha aussi sur cette théorie et l'appliqua aux trous noirs. Mais commençons d'abord par décrire une propriété de la physique quantique appliquée aux particules. La physique quantique affirme qu'il est impossible de déterminer avec une précision arbitraire la position et la vitesse d'une particule. Cela s'appelle le principe d'indétermination de Heisenberg, démontré à partir des principes de base de la mécanique quantique, validé par l'expérience. Si l'on note delta x, peu importe la signification exacte de la notation, c'est delta x, qui est l'incertitude sur la position. Et notons delta v, l'incertitude sur la vitesse de la particule. Alors, on doit toujours avoir delta x fois delta v supérieur ou égal à h sur 2pi m, où h est la constante de Planck, une constante qui a été déterminée très tôt dans les tout premiers fondements de la mécanique quantique, expérimentalement et théoriquement par Max Planck dans l'étude du corps noir et par Einstein dans l'étude de l'effet photoélectrique. Et m est la masse de la particule. Dans le cas de la lumière, la masse est nulle, mais il existe des formes plus adaptées au cas relativiste pour cette relation. C'est-à-dire que le produit des deux incertitudes est supérieur ou égal à une certaine quantité. Cela signifie donc aussi que si la position est très précise, alors la vitesse
doit être très incertain, et vice-versa. On ne peut pas avoir les deux incertitudes arbitrairement petites en même temps. La constante de Planck, H, a une très très petite valeur. Cela veut dire que les incertitudes peuvent être très petites, même si elles ne peuvent pas s'annuler. Donc, à grande échelle, quand je dis à grande échelle, c'est la nôtre. Mon échelle, ma taille, moi, celle d'une chaise, d'une table, ou pour des masses très élevées par rapport aux particules. Là aussi, ma propre masse, je suis beaucoup plus lourd qu'une particule. Alors, dans ce cas-là, ces incertitudes sont infimes, vraiment infimes, totalement négligeables. Je ne suis pas capable de mesurer la position d'une chaise avec une meilleure précision que ce que donne ce principe. Par contre, pour de très très petites masses, les électrons par exemple, et à de très petites échelles, celles des atomes, ces incertitudes deviennent importantes. Parce que delta X devient très petit, c'est la taille d'un atome, et M très petit, la masse d'un électron. Et même si H est petit, la valeur ici n'est pas du tout négligeable. Les propriétés, cette relation joue par exemple un rôle majeur dans les propriétés des atomes. Notons que ces incertitudes ne sont pas dues à un problème de connaissance. On ignorerait la position de la particule. Ou à des problèmes de mesure. La capacité à mesurer en même temps la position et la vitesse, avec une grande précision. Ce n'est pas que cela. Les particules ne sont pas à des positions précises, mais inconnues. Leur position ou leur vitesse sont réellement indéterminées. À ce titre, elles sont d'ailleurs plus proches des ondes que des corpuscules. Et d'ailleurs, la théorie ondulatoire, tout à fait classique, pour les ondes, comme les ondes sonores ou les vagues, permet d'obtenir une relation assez semblable. Et certaines propriétés des particules, qui sont données par l'énergie des particules en fonction de leur fréquence, la relation d'Einstein, ou la relation de Louis de Broglie pour la longueur d'onde, permet alors de retrouver la relation d'Heisenberg. Ce qui montre bien ce caractère ondulatoire des particules. Et à cause de ce principe, elles manifestent d'ailleurs certaines propriétés des ondes comme les phénomènes d'interférence. Une conséquence importante de ce principe est que cela signifie qu'une particule ne peut pas être immobile à un endroit précis, car dans ce cas, les incertitudes seraient nulles, et c'est impossible. Cette relation s'applique aussi à d'autres variables. Certaines paires de variables ont cette propriété du principe d'indétermination. Par exemple, le temps et l'énergie. Ce principe implique alors que si l'on considère un processus, un phénomène de très courte durée, son énergie devient imprécise, plutôt sa variation d'énergie. À nouveau, c'est à l'échelle microscopique que ce phénomène se manifeste. Ça a des effets, par exemple, sur les raies spectroscopiques des atomes. Considérons le champ électromagnétique. C'est une forme générale des ondes électromagnétiques, les ondes radio, la lumière, etc. Ou le champ de Dirac des électrons. C'est l'équivalent du champ électromagnétique, mais pour le cas des électrons. Alors ce principe implique que sur de très très courtes durées, extrêmement courtes, l'énergie du champ est extrêmement imprécise. Et cela peut se traduire par l'apparition de particules. C'est une conséquence de la théorie quantique des champs et aussi de la relation
de la relativité. E égale mc carré. Énergie disponible égale masse. Et donc, des particules peuvent apparaître. Et elles disparaissent tout aussi vite, puisqu'on parle de courte durée. Ce sont les fluctuations du vide. On peut représenter comme ça. Apparition de particules qui disparaissent aussitôt. Elles sont souvent par paires dans ce processus pour des raisons de conservation de certaines quantités. Ce n'est pas très important pour nous ici. Et la durée du phénomène, delta t, est très petite. Ce qui implique un delta E suffisamment grand que pour la particule de masse m, il y ait possibilité de création de cette paire. Cet effet n'est pas qu'une vue de l'esprit ou une fantaisie théorique. Ça peut arriver dans les théories qu'on ait des artefacts théoriques qui ne correspondent pas à une réalité. Par exemple, on peut calculer les variations de ces fluctuations du vide en présence de plaques métalliques. On trouve alors que même dans le vide, et même sans source de courant ou de magnétisme, ces plaques vont subir une force qui va les attirer l'une vers l'autre. C'est ce qu'on appelle l'effet Casimir, qui, bien qu'extrêmement faible, a pu être mesuré. Et il existe d'autres effets qui ont également été mesurés. Les forces de Van der Waals sont de ce type. On a aussi l'effet Lamb, un effet qui provoque un petit décalage de certains raies microscopiques des atomes, de certains raies spectroscopiques des atomes. Donc voilà où nous en sommes, de physique quantique, on a ces fluctuations du vide. Et dans la prochaine vidéo, nous passerons au résultat de Hawking, nous verrons la rencontre entre ces fluctuations et les trous noirs. Je vous remercie.